Ils vont te mettre une peur. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas évoluer, tu peux pas... C'est pour ça que les meilleures idées, parce que ça, c'est vraiment important, les meilleures idées, les idées les plus révolutionnaires du monde étaient soit dangereuses, ridicules et évidentes. C'est pour ça que les meilleures idées révolutionnaires des personnes qui ont fait des fortunes, soit dangereuses, ridicules ou évidentes. Dangereuses parce qu'on va dire que c'est dangereux. C'est ça que la société va dire. C'est dangereux. Va pas là, c'est dangereux. Ne risque pas. C'est ridicule. Tu vois pas que tout le monde peut faire ça. Tu vois que tout le monde... C'est évident. Ah ben c'est évident. Fait qu'écoute, merci d'être venu dans mon podcast. Je suis vraiment contente de te recevoir. C'est avec plaisir que je suis là. Puis tu sais, c'est fou parce que moi, je te suis. Fait que j'ai juste vu un post. Puis là, j'ai dit, je vais envoyer un message pour savoir parce que ça fait longtemps, là. Effectivement. Wow! Plusieurs années, hein. Moi, je pensais même que tu n'allais pas revenir, là. Mais non, quand même, le Canada reste le Canada. Montréal reste Montréal. Donc, mais sinon, ça va. Parce que t'es quand même résident canadien, je veux dire. Voilà. C'est ça. Le Canada reste le Canada et après, le froid, c'est dans la tête. Et... Effectivement. Ouais. Moi, je me suis habituée parce que, tu sais, ça a l'air bizarre ce que je vais dire, mais malgré que je suis haïtienne, je préfère plus le froid que la chaleur. Je n'aime pas trop la chaleur. Un chaleur trop exagérée, c'est inconfortable pour moi. Je n'arrive pas à dormir. Donc, en règle générale, je préfère les températures plus froides que les températures plus chaudes. On va dire, moi, je préfère l'automne et le printemps. C'est le parfait. Excellent. Ouais, c'est le parfait entre les deux mondes. Exactement. Même pour l'habillement, les manteaux. Franchement, c'est top. C'est parfait. Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Moi, je te connais, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ne te connaissent pas. Alors, je suis Angel Kang, je suis conférencier international, auteur. Oui. Aussi, j'ai un best-seller sur le marché qui s'appelle Augmente ta valeur. Oui, j'attends toujours le deuxième... C'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont sortis depuis, mais pas officieusement, officieusement. Ah, d'accord. 2023, c'est une excellente année. OK. C'est une très bonne année. Pasteur aussi d'une église, donc par la spiritualité et tout le reste, je lis un peu les deux, qui est très important pour moi. Donc voilà, après maintenant, j'ai d'autres structures à côté. On sait déjà plusieurs sources de revenus pour nous permettre réellement de pouvoir fonctionner et d'avancer. Nice. Puis toi, moi, je t'ai connu de l'affaire Maxime Victor. Exact. OK? C'est là que je t'ai connu. Et puis, ça va faire 4 ans. Ouais. Faire 4 ans quand même. Puis, depuis là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, en fait, je sais pas si je te l'avais dit, mais pourquoi j'ai parti ce podcast-là? C'était pour aider ma génération à ouvrir les yeux sur pas mal d'affaires. Parce que quand on visionne des vidéos ou qu'on visionne des podcasts, les gens ont tendance à te dire ce qu'ils veulent te dire, mais ne te disent pas les vraies affaires. Exactement. Que pour être entrepreneur, il va falloir que tu travailles dur. Il va falloir que tu fasses des sacrifices. Si tu veux réaliser ton rêve, avoir une indépendance financière comme on proclame, il y a un effort de ton côté qu'il va falloir faire. Donc, tous les gens que j'invite, les invités, c'est des gens ils ont été capables d'amener leur carrière à un autre niveau. Ils ont été capables de réaliser leurs projets puis de sortir de leur zone de confort pour faire les affaires différentes. Puis toi, c'est l'exemple parfait de ça. Tu as quitté le Québec. Mais pourquoi d'ailleurs? Pourquoi t'as pas parti ton entreprise au Québec? Alors, j'ai parti mon entreprise au Québec. Dans la mesure où, en fait, j'ai parti 2 entreprises au Québec. OK. Donc, du coup, à partir de là, maintenant, il est important pour moi de pouvoir sillonner le monde. Alors, c'est vrai que en regardant un peu où est-ce que j'étais, dans l'environnement où j'étais, Montréal, avec tout le reste, c'était très bien. Mais en fait, j'étais rendu dans un confort. Et le confort, ça me tuait. Ça commençait à me tuer. Pourquoi? Parce que quand tu es en confort, tu sais que tu vas faire ça, ça fonctionne, etc. Donc, j'ai rendu dans un confort où ce confort-là n'était plus bénéfique pour moi. Pourquoi? Parce que je procrastinais maintenant, c'est-à-dire que je savais que je pouvais, même si je travaillais pas, je savais comment fonctionner. Il a fallu que je me donne d'autres défis. Et le fait de partir, pour moi, c'était un défi. Je me suis dit, tu sais quoi? Il n'y a pas de problème, je peux toujours revenir, mais je vais partir, je me lance un défi pour voir exactement qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Comment je vais faire pour faire les conférences à l'extérieur, les conférences ailleurs, les ateliers ailleurs, les séminaires ailleurs, les coachings ailleurs, tout ce que je fais ailleurs. Comment je peux faire
pour toucher le public mondial. Oh my God, wow. C'est un peu ça, en fait. C'est le défi que je me suis mis. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bon, bah, écoute, on est quand même... Montréal n'est pas le centre du monde. Il y a tellement d'endroits. Et aussi parce que plusieurs personnes m'écrivaient, par exemple, sur mes différents réseaux sociaux, ça, oui, c'est quand tu viens ici, c'est quand tu viens, etc. Et j'ai toujours reculé. J'ai dit, oui, ben, moi, j'avais jamais l'intention forcément d'y aller. Mais bon, je disais, oui, bientôt, mais bon, voilà, etc. Mais là, je me suis donné un défi. OK, partir. C'était la meilleure décision de ma vie. Mais la plus dure aussi. Quand tu es parti pour aller faire des conférences en Guadeloupe, est-ce que c'était planifié ou tu t'es juste levé un matin, tu as pris ton billet, tu es parti, tu savais même pas où tu allais habiter, tu savais même pas c'était quoi peut-être ton cercle de contact aussi là-bas, parce que là, tu es rendu bien installé là quand même. Donc, c'est comment tu as pu faire la transition pour dire, OK, ben là, je vise l'international, je vise à me déplacer? Alors, disons que j'avais, comme je disais, des personnes qui m'écrivaient pour savoir, par exemple, de plusieurs zones. Surtout que j'étais déjà allé. C'est-à-dire que de part de ma famille qui était déjà allée en Martinique, en France, j'étais allé plusieurs fois déjà en France. J'avais déjà fait le tour. En fait, j'ai un peu anticipé sur le fait que... Alors, c'est clair que je n'avais pas planifié directement les conférences de partir. Je me suis dit que le défi pour moi, c'est d'y aller et de faire ma conférence. Et en fait, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pas tout le monde qui fonctionne de cette manière. Moi, en fait, il faut que quand je me donne le défi, je vais quelque part, j'ai payé la salle alors que j'avais pas encore la date de la conférence. J'ai appelé l'hôtel pour lui dire que je réserve une salle. Je connais pas encore la date, mais je paye la salle. J'ai appelé en France, pareil, ma conférence, quand j'ai eu la conférence, pareil, même chose. J'ai envoyé justement les sous, les finances. J'ai dit, écoute, je paye la salle, je connais pas encore la date, mais j'ai envie de faire une conférence. Bien entendu, quand tu payes quelque chose, c'est cloué dans le béton. Voilà, tu vas t'arranger à faire ce que tu dois faire. Et d'ailleurs, je remercie même, il y a Ophélie qui m'ont accompagné du côté de la France, etc. Mais dans tous les cas, quand j'ai payé la salle, maintenant, il fallait que je réfléchisse comment faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, la com, avec mon livre, avec les différentes choses. J'ai été tellement occupé dès que c'est parti, c'est parti. Fait que là, ça veut dire que tu n'avais même pas commencé à faire de la publicité, que tu ferais une conférence. Tu savais même pas s'il allait avoir des gens qui allaient se présenter. Parce que c'est ça. Parce que généralement, les gens font l'inverse. On fait la publicité, on annonce qu'on a une conférence à faire ou il y a un événement qui va se faire. Par la suite, on regarde combien de personnes c'est inscrit pour ne pas exactement ça. Dans la formation ou dans l'atelier. Et par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est là qu'on calcule dans quelle salle qu'on va réserver. Exact. Moi, j'ai fait exactement le contraire. Ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que moi, c'était une pression pour moi, personnellement. Après, j'ai fait ce qu'il fallait au niveau de la com. Mais pour moi, c'était le risque à prendre. C'est pour ça que je recommande à toute personne de prendre des risques. Rien n'arrive dans ce qu'on appelle la zone de confort. Rien du tout ne se passe. Il faut prendre des risques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme sauter de la falaise et construire un avion en pleine chute libre. Donc, moi, c'est le risque que j'ai pris, les risques que je continue de prendre pour être au-dessus de la compétition ou peu importe ce qui se passe. Mais là, toi, tu as décidé carrément de partir pendant 4 ans, en tout cas plus ou moins 4 ans. Est-ce que c'était calculé ou tu disais, ben, je vais essayer de voir à l'international, c'est quoi les opportunités qui s'offrent à moi comme conférencier, puis surtout pour la vente de ton livre, puis après ça, on verra. Alors, parce que même si j'étais là-bas, j'étais quand même ici, dans la mesure où, en fait, c'est vrai que je partais et je revenais. J'étais à Montréal. Je comprends. En fait, c'est vrai que là, dans cette période-là, je publiais pas forcément quand j'étais à Montréal. En fait, on me voyait juste, mais je partais, mais je revenais. Donc, j'étais quand même ici, mais avec un pied à terre un peu partout. Donc, en fait, à chaque fois, en fait, un exemple, je me limitais pas, par exemple, à une place. Dès que j'avais fait une conférence à une place, j'étais déjà sur la prochaine. Comment je peux aller ailleurs? Dès que je termine ailleurs, j'étais déjà ailleurs. Comment je peux faire la conférence là? Dès que je termine là, j'étais déjà ailleurs. Je me suis retrouvé jusqu'en Mauritanie. J'ai fait une conférence en Mauritanie. D'ailleurs, Scarface, justement, qui est un collaborateur, un ami aussi que j'aime énormément. Je me suis retrouvé en Mauritanie pour faire une conférence en Mauritanie. Et je me rappelle justement le concert, c'était avec Dadju, avec l'équipe de Dadju. Et le concert de Dadju, c'était le soir. Et moi, j'avais la conférence le matin. Donc, comme on était dans le même hôtel, justement, on se croisait. Mais en fait, il y avait la conférence, il y avait des personnes qui venaient pour... Bref, c'était... Seigneur Dieu. Hallucinant. Seigneur Dieu. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui veulent devenir conférenciers, qui ont un message à transmettre puis qui veulent motiver les gens. Comment tu vois ce domaine-là pour quelqu'un qui voudrait se lancer comme toi puis motiver les gens?
Alors, ce qui est sûr, c'est que déjà, je tiens à féliciter déjà ton podcast, hein, parce que j'ai écouté plusieurs personnes qui sont passées avant moi, etc. Ouais. Effectivement, il y a du bon contenu. Et pour reprendre à ça, justement, je vais prendre le message d'une personne que tu as reçu qui disait que l'important n'est pas de devenir conférencier. L'important, c'est de partager son message. Ouais. L'important n'est pas de devenir conférencier ou encore de devenir... Il faut partager le message. En fait, dès que tu as un message à passer, tu peux tout le monde peut être conférencier parce que tout le monde a une histoire. Ouais, tu as une histoire et tu n'es pas là pour apprendre à ceux qui connaissent, tu es là pour apprendre à ceux qui ne connaissent pas. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui cherchent à savoir, écoute, comment je peux faire le matin quand ils se lèvent, comment je peux faire pour arriver au niveau de Marsha. Qu'est-ce que je peux faire automatiquement, tu es une conférencière, même si c'est dans ta chambre, même si c'est peu importe c'est où, tu as une histoire à partager. L'important, c'est ça. Une fois qu'on a une histoire à partager, une fois qu'on a un message à partager, il faut juste le partager. Après, maintenant, il y a des trucs, tout ce qui est autour. Maintenant, pour pouvoir entretenir justement la manière de parler, l'oratoire, la diction. Moi, j'ai jamais arrêté réellement de me former. La diction, le format vidéo, il faut s'adapter, c'est sûr et certain. Mais l'important, c'est pas forcément dire que je deviens conférencier. C'est quoi le message que je veux apporter? Que tu veux passer. Maintenant, en fonction du message que je veux passer, je regarde quel marché je veux toucher. Parce que le but n'est pas de passer le message, pour passer le message. Parce que tu peux passer un message, mais juste, ça reste pour toi, pour ta famille, tes frères et sœurs. Mais c'est quoi le marché que j'aimerais toucher? Parce qu'on passe le message en fonction du marché, en fonction des personnes qui sont là pour écouter. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans la vie de tous les jours, il y a un marché pour tout. Et toi, c'est quoi le marché que tu as décidé de viser, là? Alors, moi, ce sont des personnes réellement, qui ont besoin de motivation, ça c'est sûr et certain. Et pas que de motivation, mais qui veut un peu plus que la motivation, parce que la motivation, c'est que le départ. Exact. La motivation, aujourd'hui, c'est un peu comme bien manger. C'est pas parce que tu manges bien aujourd'hui que tu n'auras pas faim demain. Même si tu as mangé un excellent repas aujourd'hui, demain, à la même heure, tu auras envie de... Voilà, exactement. Non seulement qui ont besoin de cette motivation-là, mais qui ne s'arrêtent pas à la motivation, qui veulent passer à l'action. Alors ça, c'est déjà dans un premier temps, les deux publics cibles que j'ai. Maintenant, après, le public où je suis allé un peu plus loin, c'est au niveau maintenant de la spiritualité. Des personnes maintenant qui, non seulement qui ont besoin de motivation, non seulement qui veulent s'accomplir dans la vie, maintenant qui ont le côté spirituel maintenant où qui s'allie parce que, un exemple, je vais être franc, je crois qu'on est dans un podcast où on parle... Exactement, clairement. On est franc. Exactement, c'est que la plupart des gens, pourquoi j'ai voulu toucher le côté spirituel, c'est qu'ils veulent prier, mais sans faire les accomplissements, sans faire les actions de ce qu'ils demandent. Oui, qui doit être nécessaire. Exactement, c'est-à-dire qu'ils veulent prier et rester en train d'attendre. Je suis tout à fait d'accord. Que les choses... En fait, tes actions parlent tellement fort que je ne t'entends même pas. Donc, ça veut dire que la plupart des gens, c'est souvent, ils vont prier, ils vont dire, voilà, j'ai envie de ça. Ils vont dire, Dieu, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais ils vont pas faire des actions pour le faire. Ils vont dire, oui, bon, ils vont jamais arrêter de prier. C'est un peu comme un film où j'écoutais et ils disent, 2 fermiers qui prient pour que Dieu envoie la pluie. Le premier fermier prie pour que Dieu envoie la pluie, il finit, il dit Amen. Après, il part commencer à labourer son champ. Il laboure son champ, etc. Et le deuxième fermier, il prie pour que Dieu envoie la pluie, mais il dit jamais Amen là. C'est-à-dire qu'il prie. Entre les deux, qui a réellement la foi? Est-ce que c'est celui qui a continué à prier ou c'est celui qui a dit Amen, il a prié, il a dit Amen, il allait labourer son champ? Moi, c'est ce côté-là où j'aimerais dire à toute personne, oui, c'est vrai que tu pries pour que Dieu envoie la pluie, mais l'opportunité ne va pas venir t'attendre là. Tu dois créer ton opportunité. Absolument. Donc, voilà un peu le public. Donc, les personnes qui ont besoin de motivation, qui veulent accomplir plus que la motivation maintenant par un accompagnement, par n'importe quoi. Maintenant, là, c'est ce côté spirituel maintenant de dire, écoutez, c'est bien d'avoir une spiritualité parce que j'ai fait la différence entre la religion et la spiritualité. Oui. La religion, c'est un poisson dans un verre. La spiritualité, c'est un poisson dans l'océan. Oui. Donc, ils ont cette spiritualité, ils veulent avancer. Voilà un peu. Mais c'est fou qu'est-ce que tu dis parce que tu as tellement raison et moi, je le vois avec mes clients qui sont chrétiens. Puis, ils viennent me voir, ils me disent, Marsha, malgré que les prix des propriétés sont chers, mais je vais prier pour avoir une maison. Si Dieu veut que je sois propriétaire, je vais le devenir. Et je leur dis, oui, c'est vrai, tu as raison, mais quelles sont les actions que tu fais concrètement pour avoir cette propriété-là? Donc, c'est correct d'être chrétien, c'est correct d'avoir la foi, mais au-delà de ça, moi, je crois qu'il y a un processus et il y a un effort de l'individu qu'il faut qu'il y aille. On peut pas dire, je laisse tout dans les mains de Dieu et Dieu va m'amener où ce que je veux sans qu'il n'y a pas de gestes concrets qui sont faits, là. Et c'est là la distinction que les gens ont de la difficulté. Exactement. Les gens ont beaucoup de difficultés avec ça. C'est un fléau
de penser que Dieu va tout faire. C'est un fléau. Je crois même que c'est quasiment, on va dire, c'est une illusion et c'est nocif de penser que Dieu va tout faire. Sachant que, en fait, une graine, c'est un arbre potentiel. Ouais. Donc, ça veut dire que quand la graine, elle est là, la graine ne réfléchit pas à qu'est-ce qu'elle va faire plus tard. Il y a tout dans la graine pour pouvoir devenir un arbre. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il nous a créé avec tout ce qu'il faut pour que nous puissions devenir. C'est pour ça que j'aime bien la phrase qui dit qu'on ne court pas vers le succès, on attire le succès par la personne qu'on devient, avec tout le reste. On ne court pas vers le bonheur, on attire le bonheur par la personne qu'on devient. Donc, c'est que Dieu nous a tout donné à l'intérieur de nous pour que nous puissions avancer et faire ce qu'on a besoin de faire. C'est un peu comme un exemple simple. Par exemple, tu as ton enfant et tu payes les études. Tu dis, et voilà, tu vas payer les études de ton enfant et tu dis, écoute, je t'envoie aux États-Unis, va étudier aux États-Unis. Étudie là-bas, etc. Et arrivé aux États-Unis, après 2 mois, toi, tu as payé toute la session, tu as payé toute l'année scolaire. Après 2 mois, ton enfant t'appelle pour dire que oui, papa, ou maman, j'ai plus envie de revenir, j'ai envie de revenir, j'abandonne. Mais tu vas lui dire, mais attends, avec tous les sacrifices que j'ai fait, c'est pas ton argent qui a payé l'école. Tu vas terminer cette école parce que j'ai déjà mis les ressources pour que tu puisses le faire. Et c'est pareil avec les hommes aujourd'hui. C'est-à-dire que peu importe comment tu fais, Dieu a déjà tout mis en nous. Tu peux tout accomplir. Tu peux littéralement tout faire. Tu peux tout devenir. Tu peux littéralement tout devenir. C'est un peu ce que j'explique aussi à mon église. D'ailleurs, moi, j'ai interdit la médiocrité. C'est-à-dire que d'ailleurs, un mantra qu'on a dans notre église, c'est l'amour est notre religion, l'excellence est notre mantra. C'est-à-dire que j'ai interdit aux gens de ne rien faire. Tu dois forcément faire quelque chose. Absolument. Tu as des dons, tu as des talents, tu as des choses que tu peux faire. Aujourd'hui, le monde est tellement vaste que peu importe ce que tu fais, tu peux gagner ta vie avec. Très bien, c'est vrai. Peu importe. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de sous-métier qu'on va dire qu'avant où les parents disaient que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Peu importe ce que tu peux faire, tu peux gagner ta vie, tu peux avancer. Surtout, gagner ta vie, c'est même beaucoup dire. Je crois que tu peux t'accomplir. Voilà. Effectivement. Et là, d'où là où ce que je ne comprends pas pourquoi il y a autant de pauvreté, autant de gens qui n'arrivent pas à être heureux, autant financier que personnel, parce que le tout pour moi est mélangé, tu sais. Et c'est là que je suis comme, mais il y a quelque chose qui marche pas là. Tu sais, de se cacher derrière la religion, de se cacher derrière Dieu. Je ne pense pas que c'est la solution. Je suis croyante, mais j'ai toujours cru, de toute façon, comment que mon père m'a élevé, c'est toujours, Marsha, si tu veux quelque chose, il faut travailler pour l'avoir. Peu importe que tu sois croyant ou pas, ça ne change rien. Il faut que tu travailles, il faut que tu mettes les actions nécessaires pour avoir ce que tu souhaites. Et en fait, c'est même biblique ce que tu es en train de dire. C'est parce que les gens se cachent derrière juste parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est pour ça que je crois que l'ignorance, c'est le fléau de l'humanité. Parce que les gens ne connaissent pas. Mais la société, par contre, où ce qu'on est... Puis ça, c'est pas que au Québec, là, c'est partout ailleurs, veulent, j'ai l'impression, que l'individu reste dans ce niveau-là. D'accord? Donc, on ne veut pas que les gens ont, j'essaie de me retenir, ont ce désir-là d'une vie meilleure, désir-là de connaissance. Et là, on est au Québec, mais comme je te le dis, peu importe le pays où ce qu'on est, on prend le temps d'analyser le pays en question, c'est la même. En fait, la société ne veut pas forcément que tu évolues. Pourquoi? Parce que la société veut te garder dans un système. Un exemple simple que je prends souvent dans mes conférences, c'est la même société qui va te vendre une voiture. Par exemple, moi j'ai un double turbo, elle va te vendre une voiture avec double turbo. C'est-à-dire qu'un double turbo, quand j'accélère avec ma voiture, mais c'est la même société qui va te mettre le panneau 100. Il va te mettre 70. Il va te mettre 30. Il va te mettre 110. Mais pourquoi tu me vends une voiture? Marsha, attends, on est d'accord. Pourquoi tu me vends une voiture qui va jusqu'à 300 à l'heure, du moins qui fait moi, je fais 100 en 15 secondes, ou peut-être moins, et tu vas me mettre un panneau 60. C'est-à-dire que tu me donnes l'illusion de liberté, mais en fait, en réalité, tu ne veux pas que je sois libre. C'est pour ça que c'est toujours dans l'illégalité d'être libre. C'est pour ça que quelqu'un qui veut s'en sortir va toujours travailler, il va toujours devoir aller à contre-courant. Le jour où tu es du côté de la majorité, tu es dans le mauvais côté. Le jour où tu es du côté du public, tu es dans le mauvais côté. Pourquoi? Parce que le côté du public, c'est le public c'est le monde c'est la société. Et c'est temporaire, les choses changent, etc. Et ils vont te mettre dans une peur. La peur tue plus de personnes que toutes les maladies confondues. Ils vont te mettre une peur, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas évoluer, tu peux pas... C'est pour ça que les meilleures idées, parce que ça c'est vraiment important, les meilleures idées, les idées les plus révolutionnaires du monde étaient soit dangereuses, ridicules et évidentes.
C'est pour ça que les meilleures idées révolutionnaires des personnes qui ont fait des fortunes, soit dangereuses, ridicules ou évidentes. Dangereuses parce qu'on va dire que c'est dangereux. C'est ça que la société va dire. C'est dangereux. Va pas là, c'est dangereux. Ne risque pas. C'est ridicule. Tu vois pas que tout le monde peut faire ça. Tu vois que tout le monde... C'est évident. Ah ben c'est évident. C'est pour ça que ces trois choses, quand ton idée, quand ton projet s'enligne avec ces trois choses-là, c'est ce que tu es sur une mine d'or. Ouais. Même si, bien que ça peut ne pas être facile, tu peux avoir des doutes au cours du chemin. C'est clair, on a tous des doutes dans la vie. Mais je pense sincèrement que les gens qui en ont envie, parce que je ne crois pas que tout le monde est fait pour être travailleur autonome, partir son entreprise. On a besoin d'infirmières, on a besoin de médecins, on a besoin d'avocats. Mais par contre, pour ceux qui sont dans une situation où qui ne se sentent pas bien, qui font du 9 à 5 puis ils sont clairement pas heureux dans leur projet, ben peut-être penser changer puis de voir d'autres options, je pense que ce serait bien. Ça, c'est ton corps qui est en train de te dire tu mérites mieux. C'est clair. C'est que lorsque tu n'es pas bien, lorsque tu sens que ça devient compliqué, ton corps lui-même est en train de te dire mais attends, tu mérites mieux que ça. Tu mérites d'aller plus loin que ça. Maintenant, il faut que tu te donnes les moyens. L'important, pourquoi la plupart des gens abandonnent, c'est qu'ils ne vont pas étape par étape. Ils ne veulent pas vivre un jour à la fois. J'ai dit en début d'année d'ailleurs que les gens disent qu'ils veulent avoir une bonne année. Mais si tu veux avoir une bonne année, il faut que tu aies un bon mois. Quand tu as un bon mois, tu multiplies ça fois 12, tu auras une excellente année. Mais pour avoir une bonne année, il faut que tu aies une bonne semaine. Si tu as une bonne semaine, tu multiplies ça 52 fois, tu auras une excellente année. Mais pour avoir une bonne semaine, il faut avoir une bonne journée. C'est vrai. Si tu as une bonne journée, multiplie cette journée 365 fois, tu auras une bonne année. Donc, en fait, l'important, c'est pas de dire que je vais devenir ou j'ai envie. En fait, les gens se donnent des objectifs parfois qui sont inconcevables. L'important, c'est de se donner, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en une journée, mais ils sous-estiment ce que ça peut donner en un an. Oui, effectivement. Mais je pense aussi, puis ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé quand j'ai fait le saut du 9 à 5 en étant à mon compte, c'est que les gens ne se connaissent pas non plus. D'accord? Et c'est très important de savoir qui je suis, quel genre de personne je veux être et qu'est-ce que je ne veux pas, quelles sont mes limites. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec beaucoup d'êtres humains, c'est que les gens ne se connaissent pas. En fait, il y a 5 questions qui régissent la vie d'un homme. 5 questions que je pense que si, peu importe, monsieur, madame, tout le monde répondent à cette question, automatiquement, ils sauront exactement. Parce que je suis totalement d'accord avec toi, quand tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. La première question, c'est qui suis-je? On va poser la question aux gens, qui es-tu? Ils vont te dire, je suis infirmier, je suis avocat, ils vont te donner une profession. Une profession. C'est-à-dire qu'avocat ou encore plombier, ce n'est pas qui tu es, c'est simplement ta profession. Maintenant, la question que je pose après, quand je pose la question, qui êtes-vous, qui tu es, c'est, OK, est-ce que quand tu termines, quand tu vas à la retraite, est-ce que ta vie est finie? La réponse que j'ai, c'est non. Ça veut dire que qui tu es, avocat, c'est pas qui tu es, c'est ta profession. La deuxième question, c'est d'où je viens. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir d'où tu viens. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir qui tu es. C'est pareil. Et la troisième question, c'est pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur la Terre? Pourquoi je suis aujourd'hui à Montréal? Pourquoi je suis dans le pays où je suis né? Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je suis dans ce coin de la planète? Les gens vont souvent, et ça je fais une parenthèse, les gens vont mettre toute la responsabilité à l'extérieur. C'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est toujours la faute d'un système. Tu es peut-être né en ressemblant à tes parents, mais tu meurs en ressemblant à tes décisions. L'indécision, c'est une décision. Le fait de ne pas choisir, c'est un choix. Les conséquences des décisions que tu ne prends pas sont plus dangereuses que celles que tu prends. C'est vrai. Donc, autant mieux prendre des décisions. Prends de meilleures décisions. Pourquoi? Parce que si tu laisses le monde, la société prendre les décisions pour toi, ce ne sera pas de bonnes décisions. Donc, troisième question, c'est pourquoi je suis là. Quatrième question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes habilités? C'est quoi mes dons? C'est quoi mes talents? Qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un va me dire, oui, je ne sais rien faire, mais qu'est-ce que tu peux faire? Alors, aussi, dans qu'est-ce que je peux faire, il y a un piège. Pourquoi? Parce que quand tu sais faire trop de choses, tu n'avances pas. C'est un peu, il y a un chapitre dans mon livre que j'appelle, où je dis, les talentueux ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que le talentueux veut faire tout, mais il n'excelle dans rien. Il veut tout faire, mais il n'excelle dans rien. Et ça a été mon cas. Pourquoi? Il a fallu que je fasse un peu quelques priorités. Parce que si tu as plus de 3 priorités dans la vie, tu n'en as aucune. Parce que tout ce que je touche, je suis capable de le faire. Je suis capable de l'accomplir. Autodidacte, tu peux tout faire, etc. Mais en fait, tu as l'impression d'être productif. Mais en fait, tu n'es qu'occupé. Tu es occupé à faire des trucs, tu es occupé. En fait, tu multiplies la médiocrité. Tu es en train de multiplier la médiocrité dans peu importe ce que tu es en train de faire. Alors que quand tu excelles, tu as un focus dans une chose.
Ça fait la différence. Un exemple, un pommier. Le pommier, son seul rôle du pommier, c'est de produire des pommes. Ouais. Et même si un pommier est loin, est caché près du lac Saint-Jean ou au Saguenay, peu importe, il y a quelqu'un qui va trouver ce pommier-là. Il va prendre ses pommes. Donc l'important pour le pommier, c'est son seul rôle. C'est vrai. C'est de produire. Et tu ne vas jamais voir un pommier commencer à se bagarrer avec le manguier ou encore avec l'oranger pour te dire que oui, moi je suis meilleur que toi. Il sait qu'il est dans sa saison. Et lorsque le pommier n'a pas de pommes, il ne se lamente pas parce qu'il sait simplement que ce n'est pas sa saison. C'est pas sa saison. Il attend seulement la saison. C'est pour ça que la Bible dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour gagner. Donc, c'est comme ça que la vie fonctionne. Donc, la quatrième question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, avec ce que je peux faire, c'est pas forcément pour dire que tout ce que je peux faire, ça va fonctionner. Il y a un temps pour chaque chose. De prendre le temps. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont les compétences que je peux améliorer. C'est un peu, il y a un livre qui sortira bientôt que j'appelle les 4 A. Les 4 A, justement, c'est un livre où je parle des attributs, des aptitudes. Une fois que tu as tes attributs, tu développes tes aptitudes. Après, maintenant, tu as la bonne attitude et ça qui te donne justement ton attitude. Ça fait donc toute la différence. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Et ensuite, la cinquième question qui régit la vie d'un homme, c'est où est-ce que je vais? La plupart des gens aujourd'hui, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Non. Ils n'ont aucune idée de ce que... En fait, si tu n'es pas capable de voir l'invisible, tu ne peux pas posséder l'impossible. Tu sais, Marsha, il y a des choses que tu ne peux pas voir qui pourraient donner un sens à ce que tu vois. Mais si ta vision s'arrête à ce que tu es en train de regarder, c'est que tu n'as pas vu tout ce qu'il y a à voir. Tu dois voir au-delà de tes yeux. Où est-ce que je suis en train d'aller? Malgré la société, où est-ce que je suis en train d'aller? C'est pour ça que je recommande souvent à toutes les personnes, que ce soit dans mes conférences ou dans peu importe les ateliers que je fais, de ne pas mettre sa confiance ou encore tout son désir dans la confiance, c'est le bon mot, dans la société. Pourquoi? Parce que la société va passer, elle est temporaire. La société, c'est comme la tendance. Une tendance arrive, et bah. C'est vrai. Et l'exemple que j'utilise souvent, c'est qu'un oiseau percé sur un arbre n'a pas peur que la branche se brise. Oui. Cet oiseau n'a pas peur que l'arbre se coupe. Cet oiseau n'a pas peur qu'on mette le feu à l'arbre parce que cet oiseau n'a pas confiance en l'arbre. Elle a confiance en ses propres ailes. Donc, une fois que tu sais ce que tu peux faire, ce que tu as, on peut te congédier de ton emploi, mais Marsha, personne ne pourra jamais te congédier de ce que tu sais. Personne ne pourra jamais te congédier ce que tu as à l'intérieur. C'est vrai. Voici mais l'exemple est simple pendant la COVID. Regarde qu'est-ce qui s'est passé avec la COVID, là. Donc, du jour au lendemain, le gouvernement dit on ferme tout et c'est non négociable. Donc, ça veut dire, toi, tu as une entreprise dans la restauration ou peu importe dans quoi tu avais ton entreprise, tu es dépendant, là, de ce gouvernement-là, que c'est lui qui va décider quand ils vont réouvrir, à quelle heure est-ce que je donne des restrictions et moi, je suis obligé de suivre ce qu'ils demandent, tu sais. Donc, et c'est là, t'as raison. Mais, comme je te dis, la société, et ça, c'est dans... Peu importe dans quel pays que tu es, c'est la même estime de marde. C'est que les gens sont dépendants d'un système, dépendants d'un gouvernement. Il y a des pays plus que d'autres. Et ça, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Au Québec, on a encore de la chance. On s'entend. Mais moi, je fais référence, je pense en Haïti, je pense en Afrique, côté gouvernemental, c'est pour ça justement que je crois qu'il y a une génération qui se lève. Et moi, ça a été ça. Ce que tu es en train de dire, c'est tellement véridique. Et ça fait partie de mon mantra, de ma mission de vie. Sortir cette génération de l'ignorance. Comme je dis, pour moi, l'ignorance, c'est le pire fléau de l'humanité. Quand tu ne connais pas, ce que tu ne connais pas au-dessus de toi, et ce qui est au-dessus de toi te définit. Ce que tu ne connais pas forcément au-dessus de toi. Et quand tu ne connais pas quelque chose, ça va définir ce que tu fais, où tu vas. Donc, c'est pour ça que je suis là, pour sortir cette génération de l'ignorance, afin qu'ils comprennent qu'écoute, là où tu es là, assis là où tu es en train de me regarder, ou peu importe ce que tu es en train de faire, tu es capable de t'en sortir. Tu as tellement de capacités. Et tu n'as pas besoin de la permission ni de ton père, ni de ta mère, ni des gens, ni de la société, ni du professeur. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de te lever, vivre un jour à la fois, commencer à programmer ce que tu as à faire. Et je t'assure que tu vas faire des choses extraordinaires. Effectivement. Surtout, puis moi, je le dis souvent en exemple, par rapport à mes clients, tu sais, des fois, on critique les pays qui sont plus défavorisés. Je vais prendre, par exemple, mon pays qui est Haïti. Mais quand ces gens-là qui avaient rien, quand je dis rien, c'est rien, arrivent au Québec, puis voient l'opportunité qu'ils ont, il y en a beaucoup que
OK, moi, j'ai des clients, là, ils sont rentrés au Québec, au bout de 2 ans, ils ont déjà leur maison, ils ont déjà un emploi à temps plein, ils ont déjà leur entreprise. Ils arrivent au Québec, sont en mode hustle, sont en mode, OK, là, j'ai une opportunité qui s'offre à moi, là, j'ai pas le choix de la saisir, parce qu'en Haïti, j'avais rien. Exact. Puis quand je dis rien, c'est rien, là. Tu sais, donc, il y a quand même ce côté-là où il y a des gens qui vont... S'ils ont l'opportunité de faire ce step-là, ce changement-là, ils vont profiter de l'opportunité qu'on va leur donner. C'est clair, dans la mesure où quand tu quittes d'un environnement à un autre, forcément, tu ne vois pas les opportunités qui sont souvent là. Quand tu vas dans un nouvel environnement, tu vas voir. Exact, tu les vois. Tu vois les opportunités que les gens sur place ne voient pas. Par exemple, il m'est arrivé de rester en Guadeloupe sans aller à la mer, sans aller à la plage. Je vais là, puis en fait, je passe devant tous les jours, mais j'y vais pas. Je peux rester là, par exemple, 2 semaines, je vais pas mettre mon pied à la plage, je vais partir. Par contre, quelqu'un qui viendra après, la première chose, dès qu'il dépose sa valise, il va direct. Il va à la mer. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'une fois qu'on a ce changement, ce renouvellement de pensée, peu importe où on est. Et ce qui est sûr, c'est quoi? C'est qu'une chose que je recommande aux gens, c'est que c'est vrai que dans la vie, c'est aussi une question parfois de faveur. Mais une chose est certaine, c'est que pendant que tu attends ton temps, parce que dans la vie, là, c'est chacun son tour. En fait, je reviens encore dans la spiritualité où certaines personnes vont prier pour quelque chose. On veut avoir quelque chose. Ouais. Mais la vraie bénédiction n'est pas ce que tu reçois. La vraie bénédiction, c'est ce que tu deviens en attendant. Donc, en attendant l'opportunité, en attendant ton tour, tu dois devenir. De sorte que quand l'opportunité arrive, c'est complètement... Tu es prêt pour avancer. Et c'est ce que je recommande. Et moi, je l'ai vu là, certaines personnes qui sont parties, que ce soit certains même de mon pays ou encore... peu importe. Ils se préparent le jour où l'opportunité arrive. Mais ils sont en avance de la compétition. Ils sont 5 ans en avance sur des gens qui étaient là bien avant. Donc, c'est un peu ça. Aïe, aïe, aïe. Chacun son tour. Puis toi, à partir de quand tu as décidé d'avoir la personnalité que tu as, le mindset que tu as décidé carrément de faire la business que tu as, parce que je considère que c'est une entreprise que tu as. À partir de quand tu as eu ce déclic-là de vouloir aider les gens à sortir de l'ignorance puis à se surpasser? Alors, figure-toi que déjà depuis très jeune déjà, j'avais l'engouement pour entreprendre. Il faut aussi dire que mon père m'a aussi beaucoup poussé. C'est dans la mesure où déjà, plus jeune, il m'a appris un peu la valeur de l'argent. C'est-à-dire que le fait de travailler pour avoir... Je me rappelle, je sais plus, j'avais 7 ans, 7 ans ou 8 ans, je me rappelle plus exactement, où je lui demandais de l'argent de poche. Et dans ce temps, justement, on avait un cybercafé, où on avait un café où les gens venaient avec l'ordinateur, etc. Et puis, mon père était le directeur, du moins le propriétaire. Et automatiquement... Il m'a dit, tu veux de l'argent de poche? Ah ben, vas-y, je vais t'acheter du pain, je t'ai acheté des œufs, je t'ai acheté du piment. Tu vas te mettre dans le comptoir, tu vas vendre du pain avec des œufs et tu auras ton argent de poche. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas croyable. Qu'est-ce qu'il veut me faire? Donne-moi juste de l'argent de poche et on a fini avec ça. Ben oui. Non, en fait, déjà, depuis très jeune, il m'a montré que, bon, bah, écoute, tu veux quelque chose? Travaille pour. Après, maintenant, déjà, j'ai créé ma première société, j'avais 11 ans, 12 ans. Waouh, c'était une société de quoi? C'était du n'importe quoi, là. Mais au moins, l'effort y était. Okay. En fait, on est allé visiter un voisin, et puis justement, avec mes parents, il avait un livre HTML. Un livre d'HTML pour faire des sites, etc. Et puis moi, je lui ai demandé si je pouvais prêter son livre pour pouvoir lire, etc. Donc lui, il faisait des sites. Moi, j'ai pris le livre, j'ai commencé à lire, j'ai testé à faire des sites, etc. Et là où j'ai eu ma première structure, moi, c'est ça, ouvert site internet. Je faisais des sites internet pour des personnes, voilà, monsieur, madame, tout le monde, les amis à mon père, etc. Les sites étaient catastrophiques. Alors, ça, c'est avec mon regard d'aujourd'hui, plusieurs années plus tard. Mais dans le temps, j'étais fier de moi. Pourquoi? Parce que je le faisais. Et ça, c'est comme ça que j'ai développé dans mon agence. On a commencé à faire là, on fait plusieurs dizaines de sites internet, des landing pages, des stratégies marketing. Et c'est ça, c'est moi qui m'a conduit en tant que conférencier et en tant que maintenant expert marketing. Donc voilà, toutes les casquettes que j'ai. Donc depuis déjà très jeune, moi, ce qui est sûr et certain, c'est que je ne pensais pas comme les autres. Je voulais me développer, je voulais faire ce que j'aime. Je voulais, en fait, ne pas être figé dans... Je n'aimais pas trop qu'on me dise, voilà, ça. Donc, depuis très jeune, alors maintenant. Après, comment j'ai eu le déclic, c'est que plusieurs personnes me posaient la question, OK, comment tu as fait? Ou encore, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux m'aider? Etc. Alors, au début, je ne voulais pas forcément les aider parce que la plupart des personnes qui me posaient des questions, c'est des gens qui ne faisaient pas d'efforts.
Elle me dit, oui, montre-moi comment tu as fait, montre-moi comment tu as fait. Mais tous les vendredis, là, c'est toi que je vois en club. C'était toi qui vois, tu sors toutes les... Il y avait je me rappelle un jour, ici à Montréal, il y a un qui me dit, oui, montre-moi, aide-moi, je suis vraiment motivé. Mais du mercredi au dimanche, il est dehors. Du non. Ça, c'est un autre problème aussi, là. Les gens veulent faire de l'argent facilement sans mettre les efforts nécessaires aussi, là. Ça, c'est un très gros problème qu'on a, là, que j'ai remarqué. Puis, à un moment donné, je parlais à un courtier que je connais, puis j'étais comme, ça fait aucun sens que tu viennes de partir de ton entreprise ou tu viennes d'être travailleur autonome, t'as pas une scène dans ton portefeuille, mais ton premier réflexe, c'est d'aller manger au restaurant avec tes amis, c'est d'aller clubber, c'est de sortir. Non, ton premier réflexe, ce serait comment je peux aller chercher des clients? Exactement. Comment je peux apprendre des connaissances sur mon domaine pour devenir excellent? Moi, j'ai bien de la difficulté avec ça, je te le dis, là. Même en ce moment, j'en parle, puis ça m'énerve parce que les gens, ils te voient des fois sur les réseaux sociaux, moi, pour ma part, puis ils sont comme, ah, shit, Marsha a la belle vie. Non. Marsha, à minuit, 1h du matin, là. Elle est là. Je suis en train de regarder les comparables, je suis en train de montrer des promesses d'achat. Tu comprends? Je suis en train de vérifier sur des cartes, sur Google Maps, les secteurs pour mes clients. Qu'est-ce qui va être mieux pour eux? Combien que ça coûte? À tel point que c'est rendu que mon client me dit le budget. Je suis capable déjà de lui dire, voici les secteurs qui s'offrent à toi avec ce budget-là, automatiquement. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, tu comprends? Il y a une notion de sacrifice. Ce qui est sûr, c'est que tu vas devoir sacrifier certaines choses. Tu vas devoir sacrifier des amis. Et la Bible dit un temps pour chaque chose. Le problème avec notre société, c'est que le temps pour s'amuser dépasse largement le temps de travail. Absolument. C'est ça le problème, où les gens ne veulent plus vraiment sacrifier leur temps. Ils ne veulent plus sacrifier pour faire ce qu'ils doivent faire. J'arrivais dans un certain pays, et dans ce pays, j'avais une émission télévisée, à la télévision nationale. Et il y avait plusieurs panélistes qui étaient là, et on parlait justement des affaires du travail, etc. Il y a un, justement, je crois, qui il a vu, et depuis le départ, je sentais déjà qu'il y avait une petite tension dans le monde vis-à-vis de moi, etc. Et là, pendant l'interview, il a dit, de toute manière, ces étrangers viennent, ils volent nos emplois. Ouh. Et là, dans ma tête, habituellement, ça passe au-dessus de ma tête parce que ce genre de personnes qui, quand ils disent ça, bref. Et là, mais je me suis dit, ce jour-là, je vais te donner une leçon. Je vais te donner une leçon et on va dire... Alors, j'ai dit, j'aimerais rebondir sur ce que le monsieur vient de dire. En direct, en plus. En direct. Là, le journaliste, il me dit, est-ce que vous êtes sûr, monsieur Kang, vous êtes sûr? J'ai dit que oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal. Je vais rebondir. Je vais poser justement la question, je vais dire, OK, les fêtes, parce qu'on était en début d'année. Je lui ai dit, les fêtes que vous étiez où pendant les fêtes? Il me dit, oui, mais les fêtes, c'est pour la famille, etc. Je lui ai dit, écoute, vous étiez où le 24, exactement? Il dit, le 24, voilà, j'ai vu ma fille. Je dis, vous étiez où le 25? Il m'a dit, le 25, bon, bah, écoute, c'est pour toujours passer le temps en famille, j'ai pris des congés. J'ai dit, d'accord, ok. Vous étiez où le 31? Le 31, il me dit, oui, mais j'ai passé le 31, c'est la nouvelle année, il faut fêter, etc. Je dis, vous étiez où le 1er? Il continue de me dire où est-ce qu'il était, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de faire. Il était en train de faire la fête. Là, je dis, écoutez, vous dites que je suis venu voler. Le 24, j'étais à l'aéroport. Le 25, j'étais à Barcelone. C'est-à-dire que le 26, j'étais en Mauritanie. Et donc, le 31 décembre de cette année-là, j'étais à l'aéroport. Je voyais comment les gens se souhaitaient. Donc, c'est-à-dire que le 31, tu te rends compte que déjà, un 25, le 24, pendant que tout le monde est en famille, t'es à l'aéroport. À l'aéroport. Tu regardes des gens, comment ils déballent leurs cadeaux, etc. Et ils sont contents, mais toi, t'es à l'aéroport, tu es en train de travailler. Tu vas travailler là. Le 31, pareil, tu vois comment tout le monde... Je me rappelle, j'étais à l'aéroport, je voyais comment tout le monde était en train de se préparer. Par exemple, les gens venaient, les gens se donnaient des câlins, et toi, tu es là, loin de ta famille, tu es en train de travailler. Et quand je lui ai dit ça, il n'a plus placé un seul mot. Il s'est tué. Pourquoi? Parce que à la fin de la journée, le travailleur bat le talentueux lorsque le talentueux ne travaille pas. Exact. Et c'est fou ce que tu dis parce que là, tu vois, tu parles de cet exemple-là, mais au Québec, c'est un peu comme ça. OK, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, les immigrants viennent voler nos emplois, les immigrants viennent voler nos travails. Mais c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai, là. De toute manière, le terme, quand quelqu'un dit « quelqu'un vient voler », c'est une mentalité de pigeon. Pourquoi? Parce que les pigeons sont les oiseaux qui se discutent les mêmes miettes. Les aigles, il y a de la place pour les aigles dans le ciel. Le ciel est tellement grand qu'il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, quand tu es... Et ça, je parle aux interlocuteurs. Si tu es en train de te discuter les mêmes petites choses, pensant que l'autre a plus de chance, voilà, je les appelle justement les rêveurs. Ceux qui pensent que les autres ont de la chance. Les parleurs motivés.
C'est-à-dire que tu as une mentalité de pigeon. Quand tu arrives à une mentalité d'aigle, il y a de la place pour tout le monde. Même s'il y a de la compétition, il y a de la place pour tout le monde. En fait, trop de compétition crée un nouveau marché, le marché de la qualité. C'est vrai. Et ça fait toute la différence. Là où tout le monde fait la même chose, ça te donne l'opportunité maintenant d'évoluer et de faire prendre le marché de la qualité. D'ailleurs, il y a un de mes clients justement qui est en France. Et là, avant qu'il n'ouvre, parce que là, il a un salon de coiffure, avant qu'il ouvre son salon, il vient me voir pour me dire que, écoute, j'ai besoin d'ouvrir un salon. Mais regarde, j'étais à Paris ce jour-là, et il dit, regarde, il m'accompagne, on marche un peu, regarde, lui, le salon, 10 €. Regarde, 15 €, tu as une coupe, mais voilà, avec ça, tu ne vas pas t'en sortir. Et il était tellement démotivé à l'idée d'ouvrir un salon. Je lui ai dit, mais attends, tu vois toutes ces personnes-là, ça veut dire qu'il y a une bonne compétition, ça te donne l'opportunité de faire un marché de la qualité maintenant. Oui. Tu es capable de charger 30, 40, 50 € pour une coupe. Il me dit, mais non, c'est pas possible. Je lui ai dit, écoute, si les autres font, pourquoi toi, tu n'es pas capable de le faire? Tu mets le cadre. Donc, trop de personnes qui font la même chose augmente ta valeur. Comme mon livre, bien entendu, je ne pourrais pas faire ça. Petite com. Ouais, parenthèse. Petite parenthèse, augmente ta valeur. Ben oui. Et effectivement, quand il a débuté, il n'était qu'au rendez-vous. Il avait une chaise au rendez-vous. Et chaque rendez-vous, je me rappelle, 30. Donc, il avait tellement peur de charger 30 €. J'avais 30 € pour une coupe. Ouais. Ça, on parle de plusieurs années. On ne parle pas après la guerre, etc. Et que tout le monde augmente ses prix, là. On parle du temps où la coupe était à 10 €. Ouais. Et lui, il changeait à 30 € sur rendez-vous. Mais attends une seconde. Donc, pendant que lui, il est en train de faire... il fait 10 coupes, il a 100 €. Toi, tu fais 3 coupes. Tu as quasiment le même prix que lui. Mais oui. Il avait tellement de rendez-vous. Il a arrêté d'ouvrir tout le temps. Il ouvrait maintenant, il travaillait quand il voulait. Pourquoi? Parce qu'il avait le quota et aujourd'hui, il a un salon à côté d'Orly et tout le reste. Tranquille. Wow. Donc, beaucoup de compétition crée un marché pour eux. Voilà. Effectivement, mais au-delà de ce que je pense aussi, moi, je suis courtier immobilier, puis courtier immobilier, il y en a beaucoup au Québec, mais je pense que c'est ta personnalité aussi qui te distingue, la façon que tu travailles. C'est quoi l'approche que tu as avec le client en question? Et comme tu dis, je veux dire, une entreprise ne pourrait pas se permettre d'accueillir... Tu sais, il y a de la business pour tout le monde. Il y a de la business pour tout le monde. C'est pour ça que moi, personnellement, je le dis souvent, là, quand que je suis en litige avec d'autres courtiers, que moi, je n'ai pas le cœur de commencer à aller batcher l'entreprise de quelqu'un. Premièrement, j'ai pas ce temps-là. Puis deuxièmement, je me dis souvent ça. Quelqu'un qui s'abaisse à faire ça, c'est que probablement ton travail n'est pas bon. Exactement. Ton travail n'est pas bon. Parce que si ton travail était bon, tu étais confiant en la valeur que tu donnes aux autres, tu n'aurais pas le temps d'aller batcher ton compétiteur. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Moi, je pense que tu as tout bon. Ce n'est pas ce que tu as qui te détermine, qui te définit. C'est ce que tu es qui donne la valeur à ce que tu as. Donc, ça veut dire que, comme tu l'as dit, une fois que tu fais ce que tu as, les gens qui te ressemblent viendront vers toi. Les gens qui ressemblent à ton éthique viendront vers toi. L'exemple que je donne en conférence, c'est comme une voiture. Avant d'acheter ta voiture, elle était inexistante. Tu la voyais nulle part. Le jour où tu as acheté ta voiture Marcha, tu commences à la voir partout. Pourquoi? Parce que ce que tu es attire toutes les voitures autour de toi. Et c'est pareil, c'est comme ça qu'on appelle souvent ça la fameuse loi d'attraction. Et plus tu développes, c'est pour ça que mon mot d'ordre que j'ai donné à toutes les personnes qui me suivent, à toutes que ce soit les églises, et toutes les communautés, c'est que 2023, il faut devenir. C'est l'année où on devient. Là, c'est pas l'année où on court après les choses. Parce que quand tu deviens, tu attires ces choses vers toi. Non, ceux qui courent après l'argent ne l'auront jamais. Mais plus tu deviens, l'argent va te suivre. Et ça, donc, c'est l'année où on devient. Dans tous les aspects de la vie, il faut devenir. Et comme tu l'as dit, la manière que tu fonctionnes, la manière dont tu réceptionnes les clients, c'est une culture d'entreprise que tu es en train de faire. C'est une éthique personnelle que tu as. Donc, les gens qui te ressemblent, ils viendront vers toi. Et depuis peu, on a atteint les 8 milliards. Je suis désolé. 8 milliards sur la planète. Tu ne vas pas laisser une personne venir pourrir ta vie. Exact. Et ça a été un peu ma mentalité, où là où tout le monde faisait la même chose dans mon entourage, j'ai dit, écoutez, je vous laisse. Moi, maintenant, je suis complètement ailleurs. Je pars. Exactement. Je sillonne le monde et voilà, aujourd'hui, ça a payé, etc. Je peux, j'ai un pied à terre à pas mal de place. Bon, là, si je m'en vais plus dans le personnel, côté chiffre-argent, comment que ça fonctionne pour un motivateur de bien gagner sa vie en termes de prix à charger? Toi, comment tu as été capable de jongler avec ça? Alors, c'est en fonction des services que tu offres.
En fonction des services que tu offres, tu sais exactement comment tu peux mettre tes prix. Après, à la fin de la journée, c'est toi qui détermines la valeur de ton temps. Ce que je recommande aux gens, c'est pas souvent de charger à l'heure, c'est de charger au résultat. C'est pour ça que je dis souvent aux gens à la place de pouvoir charger à l'heure, à la place de vendre ton temps pour de l'argent, il est important de charger par rapport aux résultats. C'est ça que par exemple, toutes les personnes qui sont venues et qui voulaient faire, par exemple, la même chose que moi, que j'ai aidé d'une certaine manière, je leur ai dit, écoutez, faites des packs, faites des trucs chargés aux résultats. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que, je prends un exemple pour moi, je parle pour moi personnellement. Il y a plusieurs personnes qui sont venues dans mon bureau, en une heure, peut-être ailleurs, ils n'avaient pas la réponse. Moi, en 15 minutes, on a réglé le problème. Je comprends. Pourquoi on va rester parler 45 minutes alors que tu as déjà la solution? Je comprends. Dans 15 minutes, tu as le problème, tu as réglé le problème, ou encore en 20 minutes, on a réglé le problème. Donc ça, c'est moi. Maintenant, en fonction du service qu'on offre, maintenant, on charge un prix. L'important, maintenant, c'est d'avoir autour tout ce qu'il y a, parce que c'est ça que j'appelle l'échelle de valeur. Quand la personne arrive, il faut lui donner à chaque fois qu'il monte dans l'échelle de valeur. Qu'est-ce qu'on peut lui donner après? Qu'est-ce qu'on peut lui donner avant? Ou comment on fait pour qu'il puisse rester? Là, maintenant, il y a des livres, des formations. Moi, j'ai des manuels qui ne sont pas sortis officiellement, mais qui sont sortis officieusement. Donc, ça veut dire que pour mes clients, je leur donne des manuels, je leur donne des formations officieuses qui font en sorte que dès qu'ils ont terminé avec moi, ils ont ça, ils ont telle formation, ils ont telle formation. Donc, l'important, c'est quoi? C'est d'avoir du matériel. Plus tu grandis, du matériel ou n'importe quoi. C'est un peu comme on dit, hein, un peu comme la règle de Apple. C'est-à-dire que ça sert à rien c'est bon d'avoir un client qui va acheter 10 fois chez toi que d'avoir 10 clients qui vont venir une fois. Donc, si tu es capable d'avoir un client qui achète 10 fois chez toi, c'est un client qui va rester pour la vie. Donc, c'est un peu le même principe que j'applique en tant que motivateur, en tant que conférencier, que ce soit pour mes programmes de coaching, mes ateliers ou encore pour mes prestations que je fais. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'une personne qui vient une fois qu'il a entendu, moi, j'ai souvent genre de préparer leur cerveau, hein, parce que j'ai souvent l'habitude de faire un super lavage du cerveau au cerveau. Tellement tu vas croire en toi que tu vas penser que tu es Superman. C'est sûr et certain. Maintenant, au-delà de ça, maintenant, après, les produits dérivés qui sont autour. Et après, ça fait la différence. Puis, comment que tu as pu faire pour t'installer dans les Caraïbes? Parce que là, tu disais tu te déplaçais beaucoup, mais je sous-entends qu'il y a une place que tu restais un petit peu plus que les autres. Est-ce que tu as dû t'acheter une maison? Est-ce que tu as été en location? As-tu pris un Airbnb? Comment ça a fonctionné, le fait de partir du Québec? Oui, comme tu disais, tu avais un pied à terre à Montréal, mais toute la logistique pour s'installer, trouver une place, puis, tu sais, quand tu as des conférences, tu reviens, mais etc. Alors, bon, ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que tout ça, c'est en fonction aussi du pays, parce que moi, j'ai vécu parfois à l'hôtel, etc., avant de faire... Alors, je suis pas fou, c'est-à-dire que je faisais pas des dépenses inutiles, je m'assurais que mon séjour soit rentable. Que mon séjour, que par exemple tout ce que je fais soit rentabilisé par ce que je suis en train de faire. Après maintenant, quand on voit l'opportunité, maintenant on se trouve maintenant d'avoir une maison, d'avoir un appartement, d'avoir une voiture. Parce que maintenant moi, quand j'allais, etc., il fallait pas que chaque fois que je loue une voiture, à chaque fois je loue une voiture, donc forcément j'ai une voiture qui m'attendait, je manquais garé dans le garage. Quand je suis là, je sais que j'ai ma voiture quand je vais là. Donc mettre un peu, on appelle ça en fait, quand je lisais un passage, il dit jette ton pain à la surface des eaux car avec le temps tu vas le retrouver. Donc en fait l'important c'est je mettais un peu plusieurs petits pains qui font en sorte qu'à un moment donné quand on rassemble tout ça, ça m'a permis de m'installer, de manger, de vivre, etc. C'est ça. C'est un peu ça. Donc en fait, et moi c'était aussi important pour moi parce que dans ma philosophie des choses, c'est quoi? C'est que ok, je suis quelque part, mais si ça pète là, je veux avoir la lassitude d'aller peu importe où je vais. Voilà. Ouais, je comprends. Mais tu sais, comme mettons le pays où ce que tu disais que tu avais carrément ta chaîne de télévision, dans ce pays-là, tu étais beaucoup plus présent. Là. Tu restais plus longtemps que peut-être en Europe ou dans des autres places où ce que tu faisais tes conférences, puis après ça, tu revenais dans cet endroit-là. Alors oui et non, parce que j'enregistrais. J'enregistrais énormément et on le passait comme si j'étais en live. Je faisais beaucoup d'enregistrements. Je comprends. Beaucoup d'enregistrements. Par exemple, j'étais pas là pendant le Covid. Par exemple, là même à Montréal, etc. J'enregistrais énormément. Qui fait en sorte, et par exemple, pendant le Covid, j'ai d'ailleurs reçu une médaille par rapport à ça pour avoir aidé, parce que les gens stressaient énormément. Et j'ai fait pas mal. Je crois que j'ai fait à peu près une bonne centaine, à peu près 160 ou 170 vidéos que les gens passaient tous les jours. Ils passaient ça à la télé, ils passaient à la radio.
vidéos pour garder les gens motivés. Juste pour te montrer à quel point ils croyaient. Et ils ont vu justement que le message, la manière dont je parle, ça motive les gens. Pour garder les gens éveillés, ils le passaient dans toutes les radios, dans 2 radios, ils l'ont passé à la télévision, ils le passaient pour garder les gens. Parce que pendant... Alors, c'est vrai que j'ai fait une campagne différente. Un peu. Pendant qu'on parlait de l'écart augmente, moi j'allais à la télévision, je disais n'ayez pas peur. Je comprends. J'allais vraiment à contre-courant. Et cette balance-là a aidé. Pourquoi? Parce que ça a permis à des milliers de personnes de tenir. Je reçois encore des courriels, des messages. D'ailleurs, la responsable d'une des télévisions, justement, avec qui je parle bien, Lisa, quand on discute, c'était extraordinaire. Pendant que je parlais aux gens, les gens appelaient pour dire merci beaucoup. Aujourd'hui, je peux tenir. Ils étaient chez eux. Merci. Donc, les enregistrements que j'envoyais, ça a aidé pas mal de personnes. Et ça, c'est ce qui me paye aussi. Pourquoi? Parce que quand je vois ce que ça fournit aux autres, comment ça permet aux gens de rester fermes, de pouvoir s'accomplir. Par exemple, il y a un témoignage d'une personne qui m'écoutait depuis la prison. Et il m'a écouté pendant 1 an depuis la prison. Pendant 1 an, il ne ratait pas une émission. Il ne ratait pas des vidéos. Il écoutait tout ce que je faisais. Et quand il est sorti de prison, automatiquement, il a rangé sa vie. Aujourd'hui, il a un super emploi. Il est en train de développer sa petite entreprise à côté. Il est juste, on ne le reconnaît pas. Et en fait, le témoignage, c'est sa mère qui m'appelle. Parce que lui, quand je l'ai vu, justement, on en a discuté, mais c'est sa mère qui me donne le côté émotif. Pour me dire, et quand je l'ai vu, elle pleurait quasiment pour dire que mais je ne reconnais pas mon fils. Mon fils a complètement changé, je le vois le matin. Parce que je dis souvent que moi, j'écoute le matin, avant que je me levais, j'écoute tous les jours. Le matin, elle voit son fils en train d'écouter comment je suis en train de parler. Parce que dans un programme que j'ai, le 21-90, c'est un programme où je parle, genre, je motive les gens. Directement. Exactement. Tu vas t'accomplir. Tu vas t'en sortir aujourd'hui. Lève-toi. C'est une excellente journée. C'est la journée que Dieu a fait. Tu peux faire de grandes choses aujourd'hui. Tu vas vaincre. Et là, il écoutait ça. Et ça, c'était... Elle pleurait. J'étais obligé de la conseiller. J'étais gêné. Donc ça, c'est un des témoignages qui m'a beaucoup touché. Mais sinon, ça, c'est un parmi tant d'autres. Mais toi, comment tu as fait pour t'intégrer comme ça dans un pays étranger qui n'est pas le tien? D'être capable d'avoir une place dans les télévisions de ces pays-là. Comment que ça se fait? Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas... Comme on disait tout à l'heure, je n'ai pas forcément cherché à devenir la personne. Moi, je partageais seulement ma passion, qui est de motiver les gens. Je motivais les gens. J'aidais les gens à avancer. J'aidais les gens à pouvoir à se surpasser. En fait, le message, je crois réellement que c'est mon message qui a parlé pour moi. Je crois que ce qui a fait le bruit pour moi, c'est le message que je portais, les témoignages dont j'étais même pas forcément au courant, qui ont parlé pour moi. Un exemple, par exemple, je suis allé dans une chaîne de télévision où j'ai rencontré un ami aujourd'hui. Et quand je parle avec lui, j'ai dit, écoute, voilà, j'aimerais savoir c'est quoi les tarifs par rapport. Et là, il me dit, je vous connais. Je dis, mais vous me connaissez d'où? Je suis pas, ça fait pas longtemps que je suis là, oui, mais je vous connais parce que mes employés parlent de vous, etc. On a écouté, etc. Là, j'ai dit, super, donc ça facilite la discussion. Maintenant, on peut discuter pour savoir. Et là, automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? On a fait juste... Donc, moi, j'étais allé peut-être pour pouvoir... On a fait un échange de bons procédés avec tout le reste parce qu'il avait besoin de mon contenu. Donc, je crois que c'est vraiment mon message qui a parlé pour moi. Ce que je faisais, même si je doutais à un moment donné, que je me disais, il y a le doute, hein. Qui écoute ce que j'ai dit? Qui écoute réellement? Est-ce que les gens sont réellement motivés par ce que je suis en train de faire? En fait, oui. Il y avait des gens qui étaient motivés. Bon, comme je n'ai pas abandonné, ça a parlé pour moi. Wow. Et bon, je finis toujours mon podcast en posant cette question-là à mes invités, parce que je suis courtier immobilier, je suis fascinée par l'immobilier. Est-ce que tu as des biens immobiliers? Est-ce qu'un jour, tu aimerais investir en immobilier, même si ce n'est pas nécessairement au Québec, mais ça pourrait être ailleurs dans le pays? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, exactement. Et c'est en très bonne posture. C'est en très, très bonne voie. Je crois que à un moment donné, il faudra qu'on refasse un podcast pour que je te parle de la progression. Oui, exactement. Très, très, très bonne voie. Dans quel pays? Où? Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on refasse le podcast. Pourquoi? Parce que comme c'est ciblé et que forcément, certaines personnes, justement, sont... Je préfère justement... Je comprends. Voilà. Je comprends. Mais... c'est bien. Je peux t'assurer que c'est en très bonne voie. OK. Est-ce que c'est des immeubles locatifs? Est-ce que... OK, parfait. Voilà. OK, c'est bien. Ah oui, hein, veux ou veux pas... J'écoute. Par exemple, j'écoute tes vidéos. Hein. On est là aujourd'hui, tu fais mon interview, mais je vais te dire que ton contenu est extraordinaire. Merci. Ce contenu que tu fais, c'est très bien. Les conseils que tu donnes, franchement, n'arrête pas. S'il te plaît, n'abandonne pas. S'il te plaît, ne baisse pas les bras. S'il te plaît, continue à faire ce que tu fais.
C'est gentil. Puis sinon, de ton côté, c'est quoi les projets qui sont à venir pour les prochaines années, là, 1 an, 2 ans ou même 5 ans? J'ai vu que tu t'es fiancé. Félicitations. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est bien. Exactement. Wow. Alors, effectivement, j'ai trouvé la chaussure à mon pied. Comme on dit. Et après, maintenant, alors, 2023, je me suis dit que tous les projets, par exemple, les projets de livres officieux que j'ai pas sortis, je vais les sortir officiellement. Ce serait bien. Exactement. Je reprends justement les projets de livres que je sors, les formations que je vais ressortir encore une fois. Je reprends les conférences en présentiel et justement, donc ça, j'en reprends parce que j'ai déjà pas mal de demandes. Là, on part, j'ai déjà 7 réservations, j'ai pas encore confirmé. Donc, forcément, ça, je reprends. Ça, c'est les projets. Alors, projet maintenant, sur le long terme, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de bâtir une école, mais pas une école juste en ligne, une école physique. OK. Une école physique et je suis en train de préparer tout ce qu'il faut. Une école vraiment où, par exemple, depuis, on va dire, la maternelle, le primaire, primaire, parce que je crois que pour pouvoir mettre le mental dans la vie des personnes, c'est à partir de l'enfance. Et j'ai vu une école, on a été inspiré, j'ai une équipe qui travaille avec moi, on a été inspiré, par exemple, du Japon, de plusieurs pays. Par exemple, au Japon, on apprend les bonnes manières très tôt. On apprend le mental, par exemple, je me rappelle, une vidéo que j'ai vue qui est d'ailleurs dans la bibliothèque que j'ai donnée à mon équipe. C'est quoi? C'est qu'à l'école, le lundi, avant de commencer, ils ont une récitation, en fait, qu'ils donnent. Et là, le professeur dit, qu'est-ce que je fais quand j'ai un problème? Là, tous les élèves disent, je passe à travers. Qu'est-ce que je fais quand j'ai une difficulté dans la vie? Je passe à travers. Qu'est-ce que je fais quand j'ai pas le moral? Je passe à travers. Ils font ça pendant 5 minutes. Et ça, un enfant qui parle de ça pendant 52 semaines. C'est fou. Quand il grandit, il a 14 ans, il devient dangereux pour la société, là. À 18 ans, il est un danger public pour la société. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne va pas abandonner. Et celui qui n'abandonne pas n'échoue jamais. Donc ça, c'est un gros projet que je suis en train de vouloir. Je me monter une école réellement. Cette école, c'est où que tu aimerais le faire? Dans quel pays? Alors, j'aimerais le faire dans les Antilles. J'aimerais le faire dans les Antilles, ce qui est sûr et certain. Et après, maintenant, le dupliquer. Wow. Ben écoute, je te souhaite le meilleur. Je suis contente de pouvoir t'avoir attrapé pour que tu puisses passer dans mon podcast et que tu sois disponible aussi, hein? Parce que des fois, en termes de timing, quand on est entrepreneur, c'est pas évident. Donc, je suis vraiment content que tu aies passé dans mon podcast. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que c'est pas le dernier. Non, pas du tout. C'est vraiment pas le dernier, là. À tel point que, comme... Moi, je m'attendais pas quand j'ai parti ce podcast-là que les gens allaient venir. Moi, dans ma tête à moi, j'étais comme, bah, je le fais pour aider les gens et tout, mais quand je vais vouloir inviter les gens, ils viendront pas. Mais là, mon agenda est déjà full pour tout le mois de janvier. Puis c'est comme, j'ai plus de place, là. J'ai vraiment plus de place. C'est extraordinaire. Dans tous les cas, n'abandonne pas parce que je t'assure, j'ai regardé les vidéos. Et comme on dit souvent, on apprend de tout. On apprend de tout le monde. Et j'apprends beaucoup en regardant les vidéos. D'ailleurs, regarde, je t'ai sorti une citation, tu t'attendais pas. Moi, je m'attendais pas. Voilà, exactement. J'ai écouté toutes tes vidéos, je les ai écoutées parce que moi, je crois qu'il faut toujours rester en mouvement, continuer. Celui qui arrête d'apprendre commence à mourir. C'est vrai, effectivement. Et au-delà de ça aussi, ce que je trouve bien, c'est d'aller au-delà de son champ d'expertise, au-delà de son domaine. Je suis courtier immobilier, mais moi, personnellement, je suis intéressée par tout ce qui est psychologie, l'être humain. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Donc, je me suis dit, Marsha, oui, t'es courtier immobilier, c'est bien, t'es bonne dans ce que tu fais, mais va au-delà de ça. Apprends autre chose aussi. Et ça fait en sorte que un jour, si on m'invite dans un restaurant, mais je vais pouvoir avoir de la conversation beaucoup plus étirée, ce qui, des fois, je sens qui manque aux gens. T'arrives, t'as une discussion avec la personne, puis si c'est pas dans son champ de compétences ou dans son champ de domaine, il est pas capable d'aller au-delà de ça. Et c'est là, des fois, que je trouve que c'est plate. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, moi, je vais m'intéresser à plus que l'immobilier. J'aime l'immobilier, mais je vais aller plus loin dans mon développement. Et ça va me permettre autant d'aider mes clients de manière indirecte, OK? Et autant pour moi, personnellement, de comprendre un peu la société dans laquelle on vit. Les autres cultures aussi, c'est quelque chose de très important parce que des fois, on juge, mais on connaît pas toute l'histoire derrière. Donc, pour tous ces éléments-là, je crois que vraiment, en tant qu'être humain, si on veut se développer, on veut atteindre un autre niveau, si t'es motivateur, c'est bien, mais si tu arrives à connaître un peu qu'est-ce qui se passe dans le domaine de l'immobilier, qu'est-ce qui se passe dans le domaine des finances, c'est un plus. Ça, moi, je pense que c'est, et comme tu l'as dit, hein, seuls ceux qui sont capables d'aller plus loin vont savoir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté de la barrière. La satisfaction est le sommeil des prisonniers. Quand tu commences à être satisfait de ce que tu as, tu commences à dormir et tu es en prison. C'est vrai, effectivement, tu as raison. Merci beaucoup. C'est avec plaisir et puis on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.